Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce film documentaire intitulé Nexos 3, faut-il encore des preuves? Un grand merci aux donateurs pour leur soutien et aux quelques scientifiques qui nous accompagnent. Dans un premier temps, nous allons explorer ici les effets biologiques probables des injections sur le sang et ainsi donner suite à nos observations de Nexos 2. Puis dans une seconde partie du documentaire, nos observations s'orienteront sur l'aspect microtechnologique de ces injections. Nous tenons à préciser que nous ne sommes pas scientifiques nous-mêmes. Nos observations restent des observations. Elles ont au moins le mérite d'interpeller et de poser des questions. Home Vidéo présente Nexos 3. Faut-il encore des preuves? Partie 1. Effets biologiques des injections sur le sang. Rappel. Observation d'une goutte de sang, état frais, chez une personne non injectée. Nous observons ici du sang frais, avec des globules rouges répartis et 2 globules blancs en haut à gauche de l'écran, qui sont en déplacement. C'est tout à fait possible pour des globules blancs de type macrophage. Rappel. Coloration d'un frottis sanguin ou MGG. Megrenval-Gemsa. La coloration du Megrenval-Gemsa est une coloration de référence pour le frottis sanguin animal et humain. Elle est basée sur les caractéristiques du pH de chaque cellule sanguine. Les globules rouges apparaissent en rouge rosé, les globules blancs en violet bleu. Voici le récapitulatif des cellules colorées chez une personne non injectée. En haut à gauche, les globules rouges. Ils mesurent 7 à 8 micromètres et ce sont les cellules les plus nombreuses dans le sang. À droite, nous trouvons les plaquettes. C'est un ensemble de petits bouts de cellules issus d'une seule et même cellule qu'on appelle le mégakaryocyte qui se fragmente en près de 4000 morceaux, les plaquettes. Leur rôle est essentiel, notamment dans la coagulation. En bas à gauche, les monocytes. Ils ont la faculté de se mouvoir et de se déplacer dans les différents tissus. Ce sont les plus grands globules blancs avec une taille comprise entre 15 et 25 micromètres. Viennent ensuite les lymphocytes. Ce sont des globules blancs responsables de la fabrication des anticorps. Cette fabrication a lieu lorsqu'ils se transforment en plasmocytes. Leur quantité est variable, autour de 25% de l'ensemble des globules blancs. En bas à droite, les polynucléaires neutrophiles. La forme de leur noyau polylobé est caractéristique. C'est la première ligne de défense de l'organisme. Ils représentent 50 à 75% des globules blancs. Il existe d'autres types de cellules blanches, les polynucléaires éosinophiles ou basophiles, qui n'apparaissent pas ici. Observation in vitro. Nous avons observé dans Nexos 2 que certaines cellules du sang étaient susceptibles de fusionner. Après avoir renouvelé ces observations, nous avons été en mesure de séquencer dans le temps ces fusions. Observation de syncytium, c'est-à-dire d'une fusion cellulaire, in vitro. Nous avons mélangé le sang d'une personne non injectée avec une injection et réagé. À temps zéro, à gauche, nous retrouvons l'état frais. Nous observons de nombreux globules rouges, parfaitement normaux, et 2 globules blancs. À droite, il s'agit d'un frottis sanguin coloré au Megrenval-Gemsa. Nous observons là aussi les globules rouges colorés en rose et 2 globules blancs. Leur noyau est coloré en violet. Grâce à la coloration, nous pouvons les identifier. En haut à gauche, il s'agit d'un macrophage. En bas à droite, un polynucléaire neutrophile. À 45 minutes, nous observons à l'état frais des modifications sur les globules blancs et sur les globules rouges. Les modifications sur les globules rouges sont classiques dans un cadre d'observation sur du long terme. On voit des boursouflures tout à fait ordinaires pour ces observations. Les globules rouges qui prennent cet aspect sont appelés des échinocytes. Sur la partie de droite, nous observons au Megrenval-Gemsa un rapatriement des globules blancs, notamment des polynucléaires neutrophiles. À partir de 60 minutes, nous observons en bas à gauche, sur l'état frais, la formation d'un syncytium, c'est-à-dire de fusion cellulaire de globules blancs. À droite, la coloration au Megrenval-Gemsa nous permet de caractériser ces cellules. Ces globules blancs sont donc des polynucléaires neutrophiles. Ils se regroupent et commencent à fusionner. À 80 minutes, l'état frais révèle une fusion totale de l'ensemble des globules blancs. À droite, nous remarquons au Megrenval-Gemsa les globules blancs qui ont fusionné entre eux, ainsi que des agglutinations de plaquettes.
ici coloré en rose en haut de l'image. Au bout de 3 heures, nous constatons sur l'état frais des globules blancs qui semblent totalement anarchiques. Ils semblent parfois déchirés, comme s'ils entraient en mode de destruction. À la coloration, la membrane des polynucléaires neutrophiles n'est plus clairement définie. Nous constatons également une agglutination de plaquettes conséquente au centre de l'image, colorée en rose. On pourrait penser que la destruction des globules blancs est liée au temps d'observation. Cependant, sur une observation témoin, sans présence d'AL léger, au bout de 3 heures, les globules blancs restent parfaitement normaux. À 180 minutes, nous constatons autre chose sur un frottis avec un champ optique plus large. Nous constatons un aspect en toile d'araignée, qu'on a attribué à un possible phénomène de nétose, c'est-à-dire un piège extracellulaire à neutrophiles. Il s'agit de la destruction des polynucléaires neutrophiles. Observation in vitro de syncytium déjà formé. Injection à AL léger mélangé à du sang d'une personne non injectée. Ici, nous retrouvons un ensemble de globules blancs qui ont fusionné. Notez la quantité extraordinaire de globules blancs qui ont fusionné. Nous sommes sur une observation in vitro. Il semblerait que des plaquettes se soient associées à cette fusion. Cette fusion se produit apparemment au bout d'1 heure et demie. Formation en direct d'un syncytium in vitro. Injection à AL léger mélangé à du sang d'une personne non injectée. Sur ce champ optique, nous remarquons plusieurs globules blancs. Un qui est de taille massive, en bas de l'image, et d'autres qui sont présents, en train de se déplacer. Manifestement, ils sont en train de rechercher le contact avec le gros globule blanc. On suppose que ce gros globule blanc est déjà un syncytium. Notez la vitesse de déplacement et la grande attirance qu'ont les globules blancs vis-à-vis du gros globule blanc. Parfois s'en rapprochent et finissent par s'en éloigner. Sauf que, comme vous le constatez maintenant, l'un d'entre eux se rapproche beaucoup et finit par fusionner avec le gros globule blanc. Cette fusion, ce syncytium, continue donc à grandir dans le temps. Nous rappelons que ces observations sont faites in vitro. Il y a un début de fusion et la membrane du globule blanc fusionne avec l'autre cellule. Puis finit par échanger ou transférer l'ensemble de son cytoplasme. En visionnant cette vidéo en accéléré, on distingue très nettement le relargage du cytoplasme dans le syncytium. Formation en direct d'un syncytium, in vitro. Injection à adrénaline mélangé à du sang d'une personne non injectée. Ici, la fusion semble imparfaite. Notez les deux globules blancs qui semblent vouloir se séparer l'un de l'autre. On voit très bien les pseudopodes qui animent les globules blancs, avec le cytoplasme qui s'étire.
Les deux globules blancs finissent par se séparer. L'un d'entre eux semble emporter avec lui une partie du cytoplasme de l'autre cellule. Nous avons appelé cette fusion fusion incomplète. Ici, nous remarquerons à nouveau un phénomène de fusion qui se finira totalement. Notez le passage du cytoplasme d'une cellule à l'autre, puis finalement l'ensemble des cellules qui se regroupent. On peut parler d'une forme de résistance de chaque globule blanc, puis finalement accepte de fusionner avec l'autre. Observation in vitro d'un possible phénomène de nétose, piège extracellulaire à neutrophiles. Injection à mRNA d'AU, un air mélangé à du sang d'une personne non injectée. Ce possible phénomène de nétose est parfaitement visible à la coloration Oméga-MPA-GEMSA. On observe différentes cellules, des globules blancs, qui ont explosé, avec leur contenu nucléaire, leur ADN, apparaissant en violet, et formant des filaments en forme de toile d'araignée. Ce phénomène est observable autant avec les injections à mRNA qu'avec les injections à adénomorphiline. Observation in vivo de syncytium chez des personnes injectées, état frais. Nous observons ces phénomènes de fusion cellulaire chez différentes personnes injectées. Ici, une femme de 45 ans avec 2 doses. Sur cette observation, une vingtaine de globules blancs ont fusionné. On observe encore une grande activité à l'intérieur des cellules. Toujours chez cette même personne, on observe une fusion cellulaire avec plus de 35 cellules. Chez cette femme de 59 ans, avec 3 doses, à nouveau, plusieurs phénomènes de fusion cellulaire. Les syncytiums semblent plus petits, mais plus nombreux en quantité. Il est possible qu'il y ait un biais d'observation lié au prélèvement sanguin effectué sur tube. Cependant, ces images corroborent les observations faites in vitro. Chez cet homme de 53 ans, avec 2 doses, à nouveau nous constatons des fusions cellulaires. Chez cet homme de 42 ans, avec une dose, nous constatons à nouveau une fusion cellulaire. Un peu plus loin sur la lame, un amas de globules blancs anarchiques. Observation in vivo d'un possible syncytium au microscope électronique à balayage. Ces images sont issues d'observations réalisées en salle blanche à notre demande par des scientifiques indépendants. Ici, nous observons un champ de globules rouges, parmi lesquels se trouve un syncytium. Notez la dimension extraordinaire de ce syncytium qui mesurait plus de 100 micromètres. À plus fort grossissement, nous remarquons la limite de la membrane du syncytium. Observation in vivo de nétose chez des personnes injectées. Frottis sanguin coloré au Oméga-MPA-GEMSA.
Femme, 71 ans, 3 doses. Notez l'aspect en toile d'araignée sur le frottis. Femme de 36 ans, 3 doses. À grossissement fort, x 1000, on voit très nettement l'aspect en toile d'araignée, et plus particulièrement sur le bord du frottis. Chez cet homme de 42 ans, une dose, on constate à nouveau ces éléments en toile d'araignée. Enfin, chez cette femme de 65 ans, avec 2 doses, l'aspect de l'anétose en forme de toile d'araignée est nettement visible. Observation in vivo de filaments transparents chez des personnes injectées. Femme, 62 ans, ayant reçu 3 doses. On relève donc un long filament bleuâtre ainsi que de nombreux éléments navigants dans le sang. Chez cette femme de 45 ans, avec 2 doses, à nouveau des filaments, divers et variés. Certains sont bleuâtres. Ce dernier a une terminaison caractéristique en cordage. Un autre filament translucide avec une épaisseur de 30 à 40 micromètres. Notez la présence de nombreux petits points colorés à la surface de la structure. Chez cette femme de 44 ans, ayant reçu 2 doses, on y retrouve encore nos filaments avec un aspect plus atypique. Remarquez la différenciation des couleurs allant du bleu au jaune. La forme de ces structures sont très atypiques. Ici, une forme que nous appellerons en bois de cerf. Chez cette femme de 66 ans avec 2 doses, on observe un nouveau filament verdâtre accolé à une bulle d'air. L'aspect fibreux est clairement visible en bout de structure. Un nouveau filament est ici présent, en forme de lacet. Femme de 65 ans ayant reçu 2 doses. Notez l'aspect de cette fibre qui est extrêmement épaisse, parsemée de points noirs tout le long de la fibre. Fibre qui semble constituée elle-même de plusieurs fibres entrelacées. Nous retrouverons à plusieurs reprises ce même type de fibre chez la même personne. Chez cette femme de 59 ans, ayant reçu 2 doses, on observe cette structure de couleur rose, parfaitement transparente. Notez les nombreuses fibres enchevêtrées en bout de structure. Certains filaments sont extrêmement longs. Toutes ces structures sont diverses et variées, mais elles ont une caractéristique commune. Elles sont toutes semi-transparentes. Homme, 38 ans, ayant reçu 3 doses. Notez l'aspect typique de cette fibre qui est en transparence. Cette transparence est une caractéristique du graphène. Cela a déjà été décrit par la Quinta Columna et corrobore certaines publications scientifiques. Chez cette femme de 59 ans avec 3 doses, nous distinguons clairement les globules rouges qui se sont empilés à l'intérieur de la structure. Cela fait incontestablement penser aux nanotubes de carbone, bien que nous soyons ici à l'échelle micrométrique. Chez cette femme de 66 ans avec 2 doses, on notera le tressage de la structure à la manière d'un tissu.
Un de ces filaments fut au microscope électronique à balayage. Ces images sont issues d'observations réalisées en salle blanche à notre demande par des scientifiques indépendants. Ici, nous observons une fibre bleuâtre qui a été saisie au microscope électronique à balayage. On remarque alors la torsade qui existe au sein de cette même fibre, ainsi que des éléments inconnus. Ces éléments, de l'ordre du micromètre, semblent usinés. Observation in vivo d'éléments atypiques chez les personnes injectées. Chez cette femme de 45 ans ayant reçu 2 doses, on observe cette forme sphérique, d'apparence organique, mais qui semble inanimée. Ici, un homme de 38 ans ayant reçu 3 doses. Ce genre de structure est retrouvé à plusieurs reprises chez différentes personnes. Chez cette femme de 39 ans avec 3 doses, le même type de structure est retrouvé. Ici, une structure en forme de chrysalide qui pourrait être assimilée à une conidie, c'est-à-dire à un spore de champignon. Chez cette femme de 50 ans avec 3 doses, une nouvelle structure sphérique d'environ 50 micromètres de diamètre. Il nous est impossible de déterminer la nature de cet élément. Cet élément nous rappelle les premières images observées dans Nextdose 1 dans les injections pures. Homme de 58 ans ayant reçu 2 doses. Nous retrouvons ici des structures de type graphénique, ainsi que des éléments géométriques qui sont inclus dans une substance translucide. Partie 2. Aspect microtechnologique des injections. Adresse MAC pour Media Access Control, c'est-à-dire contrôle d'accès aux médias. L'adresse MAC est un numéro unique qui identifie tout appareil connecté à un réseau ou à Internet. Cet identifiant est unique au monde pour un objet connecté donné. Il est en général stocké dans une carte réseau. L'adresse MAC d'un objet connecté peut être détectée par des applications de scanner Bluetooth comme Bluetooth Finder. Observation in vitro d'une adresse MAC. Injection à AG mélangée à du sang d'une personne non injectée. Nous décidons de faire nos observations dans un endroit neutre, c'est-à-dire ne comportant que très peu d'ondes, autrement dit en zone blanche. Aucune personne n'est injectée parmi les témoins et il n'y a pas d'habitation à moins de 200 mètres. Ces 3 smartphones témoignent d'une absence de réseau téléphonique. Lorsque l'on active le mode Bluetooth de 2 téléphones, l'iPhone de Titi, à droite, est détecté par le smartphone de gauche, et inversement, le Nokia de gauche est détecté en bas à droite. À 9h15, le prélèvement sanguin chez une personne non injectée est fait, et on y ajoute une dose d'aérosine énergée dans le tube. À 9h55, après 40 minutes, nous effectuons un scan Bluetooth. La recherche d'appareil s'effectue. Aucun appareil Bluetooth détecté. À 10h45, après 1h30, nous détectons des signaux sur un ordinateur équipé d'une antenne Bluetooth ayant une grande sensibilité. Un pic est détecté avec une fréquence maximale à 2,427 GHz. Pour les néophytes, la plage de fréquence d'un émetteur Bluetooth est située entre 2,4 et 2,48 GHz.
Dans le même temps, notre appareil équipé du scanner Bluetooth détecte une adresse MAC, soit à 10h50. De retour au domicile, nous procédons à la vérification de l'adresse MAC détectée sur un site qui référence la liste officielle des constructeurs, la liste Oui. Le résultat de la recherche indique correspondance non trouvée, c'est-à-dire que cette adresse MAC n'appartient officiellement à aucun constructeur. Le prélèvement sanguin ayant généré cette adresse MAC est ensuite observé au microscope. Nous retrouvons des formes géométriques semi-transparentes avec de petits points réfringents. Ce même type d'observation avait été fait dans Nextdose 2, mais que contiennent ces injections? Nous détectons aussi des microfilaments de nature inconnue. Qu'est-ce qui génère ces adresses MAC? De la microtechnologie dans les injections, micropuces, micro-antennes, etc. Observation des injections pures au microscope photonique. Ces images sont issues d'observations réalisées en salle blanche, à notre demande, par des scientifiques indépendants. On observe de nombreuses structures, rectangulaires ou carrées, qui pourraient s'apparenter à des micropuces. Elles mesurent moins de 10 micromètres pour les plus petites et 100 par 150 micromètres pour la plus grande. Elles semblent avoir toutes la même épaisseur, seulement quelques micromètres. Observation in vivo de sang issu d'une personne injectée au microscope électronique à balayage. Ces images sont issues d'observations réalisées en salle blanche, à notre demande, par des scientifiques indépendants. Ici, le sang est séché. Il est complètement déshydraté pour observer au microscope électronique à balayage. On ne relèvera donc que les parties solides. Ici, une microbaguette assimilable à une micro-antenne, d'une longueur totale de 120 micromètres. Cette autre structure mesure 136 micromètres de long. La base est légèrement élargie. Nous retrouvons les globules rouges déshydratés sur tout le champ optique. Ici, cette possible micro-antenne qui semble comme cassée à son extrémité. Sa longueur totale est de 198 micromètres. En zoomant, on s'aperçoit que son épaisseur minimale est inférieure à 2 micromètres, alors que la base est de 4 à 6 micromètres. Toujours sur cette même lame, on observe une nouvelle structure en forme d'antenne, avec une longueur de 160 micromètres. À droite, d'autres éléments plus petits. En zoomant sur ces petits éléments, nous observons une structure qui semble usinée, d'une longueur totale de 60 micromètres. En zoomant à nouveau, la hauteur totale est inférieure à 25 micromètres, tandis que la partie de gauche a une épaisseur inférieure à 1 micromètre. Observation in vivo des champs électriques chez une personne non injectée. Avec ce testeur EMF, nous pouvons mesurer les radiofréquences, en haut à gauche, les champs électriques, en haut à droite, ou les champs électromagnétiques, en bas. Chez ce témoin non injecté, les radiofréquences sont à 0 mW par mètre carré, les champs électriques se situent entre 1 et 2 volts par mètre, et les champs électromagnétiques sont compris entre 0,3 et 0,4 milligauss. Observation in vivo des champs électriques chez une personne injectée. Ici, chez une personne injectée, nous constatons une modification significative sur le bras, notamment au niveau du champ électrique. Nous mesurons un champ électrique important chez cette personne, compris entre 63 et 70 volts par mètre. C'était Nextdose 3. Faut-il encore des preuves? Nous imaginons parfois Louis Pasteur derrière son microscope, découvrant comme nous ces nouveaux... Ce film documentaire, bien qu'informatif, reste dédié aux nombreuses victimes de ces injections expérimentales. Ces victimes peuvent rejoindre divers collectifs, dont une liste est disponible sur le site www.apres-que-le-vaccin.fr. Nous invitons tous les soignants à cesser ces injections expérimentales. Primum non nocere. D'abord, ne pas nuire. Toutes ces vidéos sont authentiques.
L'ensemble de ces observations sont mises à disposition gratuitement et sur simple demande pour toute utilisation juridique. Remerciements aux Gilets jaunes, ainsi que quelques scientifiques qui continuent à nous soutenir et à nous accompagner. Retrouvez nos observations et la chronologie des événements à travers notre ouvrage, Un Disdivof, la vie de deux soignants bien emmerdants. Celui-ci est disponible sur www.nextdose.fr. Prochainement, notre livre paraîtra aux éditions Tama Studio, sous un nouveau titre, Injection d'un Disdivof, ce que révèle le microscope. Réalisation, Home Vidéo, France, novembre 2023. Contact pour toute suggestion, conférence, débat public, complément d'information ou pour nous soutenir financièrement, vous pouvez nous joindre sur www.nextdose.fr. Merci pour votre soutien.